Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 6ème journée du top 14 saison 2024-2025. On commence tout de suite par le premier match et je vais aller très vite parce que c'était totalement nul, à savoir le match entre le Racing et Toulon. Donc comme je viens de le dire, c'était un match vraiment à chier, aucune des deux équipes n'a réussi à jouer au rugby. Et franchement, on s'est emmerdé pendant tout le match. Bon, ok, les conditions étaient peut-être pas très optimales parce que beaucoup de vent et globalement un petit peu de pluie. Enfin bref, c'est le début de l'automne. Mais aucune équipe n'a voulu prendre de risques et aucune équipe n'a voulu jouer. En plus, pour la petite anecdote, la mi-temps, ça s'est terminé à 0-0 et c'est quelque chose d'assez rare. C'est un score de foot en fait. Et pourquoi? Parce que les buteurs n'y arrivaient pas face aux perches à cause du vent. J'ai notamment en tête une pénalité de Baptiste Serin, 22 mètres, un tout petit peu excentré, qui passe totalement à droite des poteaux alors qu'elle est largement dans ses cordes. On passe sur le multi-rugby qui était beaucoup plus intéressant. Et on va commencer par le meilleur match du multi-rugby, à savoir Pau-Castres. Franchement, c'était un match hyper agréable à regarder parce que les deux équipes ont énormément joué, ont eu des envies d'extérieur. Et en plus, le scénario était assez sympa avec une mi-temps chacun. Et d'ailleurs, sur la première mi-temps, j'ai cru que Castres allait en prendre 50. Il n'y était absolument pas du tout. Et Pau a, au contraire, hyper bien joué sur cette première mi-temps. Bon, il y a cette volonté d'aller sur les extérieurs qui est là depuis quelques saisons, depuis que Piccheroni est là. Et puis globalement, en fait, comme Castres défendait hyper mal sur la largeur, avec des ailiers qui étaient un petit peu aux fraises, j'ai trouvé, et qu'il y avait une couverture du troisième rideau qui n'était absolument pas optimale, en fait, Pau a pu clairement, du coup, écarter, et même faire des coups de pied de pression, d'occupation, qui ont amené des touches intéressantes pour la section paloise, avec notamment quelques 50-22 trouvés par Dan Robson. Et comme je le disais, en seconde mi-temps, ça a été la mi-temps du CO, qui s'est vraiment retrouvé déjà dans l'état d'esprit, et notamment devant, parce que je trouve que Castres a un jeu hyper structuré depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'ils construisent leur match devant, ils paniquent pas, ils se stressent pas, et après, dès qu'on peut écarter, ça écarte. Et ça a été le même schéma pour absolument tous les matchs du CO. Et surtout à la fin, quand il n'y avait plus aucune des deux défenses qui ne fonctionnait, là, Castres a pu un peu jouer de manière un peu folle, à l'image de l'essai de Nakarawa, avec plein de passes après contact et du jeu debout. Et c'était un essai vraiment très joli à regarder. Des essais très jolis à regarder, il y en a eu beaucoup sur la pelouse de Chamondelmas pour le match entre l'UBB et Perpignan. Bon, que dire à part que l'UBB a dominé l'USAP dans tous les domaines. Bon, déjà, au niveau du jeu en général, c'est plus une surprise, mais l'UBB est extrêmement bien rodé. Mais ce qui était impressionnant, c'est que là, il y a aussi les gros qui ont pris part au jeu un peu fou des trois quarts habituels de Bordeaux. Notamment les deux premiers essais marqués par des gros, à savoir Tatafou et Poirot. Et puis plus tard, il y a eu Perchaud et Samou, entre autres, qui ont marqué. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est aussi la bonne défense de l'UBB qui leur a permis de marquer. C'est-à-dire qu'en fin de seconde période, plusieurs fois où Perpignan a tenu le ballon, mais après il y a eu des interceptions de Penaud et de Jalibert qui ont amené des essais deux fois de l'ouvreur français. Puis bon, après la performance de Bordeaux a été ultra complète et ça a été d'autant plus significatif quand Apissai Nakalevu décide de commettre un attentat sur deux porteurs et donc laisse l'USAP à 14 contre 15 pour le reste du match. Du côté de l'USAP, bon, il n'y a évidemment rien à retenir avec un score pareil, juste là je trouve qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent faire tourner pour engranger des points à l'extérieur, parce que ok là c'était chez l'UBB le leader, mais on se rend compte que dès que l'USAP fait un petit peu de rotation dans son effectif, on n'a pas la même dynamique, on n'a pas la même envie, la même puissance qui permet d'aller chercher des points au classement. Et donc si l'USAP veut gratter des points un peu partout, va falloir qu'ils aient une équipe solide sur chaque match. Et je tire à peu près le même constat pour Vannes qui se déplaçait à Montpellier. Bon, là le scénario n'est pas du tout le même, les Bretons auraient pu gagner en héros, mais ça n'a pas été le cas dans les 10 dernières minutes. Donc clairement, Montpellier s'est focalisé sur les avants pour marquer des points, surtout en première période. J'ai notamment remarqué une surutilisation des molles de la part des Montpelliérains, mais c'était pas forcément très efficace puisqu'il n'y en a aucun qui allait au bout, et même ils étaient souvent très contrés par la défense bretonne qui était assez à l'aise dans cet exercice. Alors qu'à l'inverse, il y a un essai après Moll qui intervient pour Vannes en seconde période, à savoir l'essai de Jules Lebaille. Et la deuxième utilisation significative du MHR pour marquer des essais, ça a été les courses en leurre. Ils en ont fait énormément, parfois à la limite, ils se sont fait déjà pénaliser quelques fois pendant ce match pour des écrans. Mais sur l'essai de Maël Moustin, le deuxième qui marque, c'est clairement ça, des courses en leurre qui viennent fixer la défense, et après Moustin est décalé et plonge en coin de l'embut pour marquer l'essai. Du côté de Vannes, encore une fois, ils sont passés très proches d'une victoire à l'extérieur, mais malheureusement, il manque toujours cette lucidité qui est assez récurrente. J'en avais parlé à Toulon, ils n'avaient pas voulu prendre les points, et après ils prennent une marée de la part des Varois. Et là c'est pareil, à la 69e minute, alors qu'ils menaient de quelques points, je crois d'1 point, ils ne prennent pas les points, alors que même s'ils la ratent, au moins ça te fait gagner une bonne minute. Et c'est con parce que c'est des points perdus et je pense que pour le maintien en fin de saison, ça va coûter très cher aux Bretons. Et c'est dommage parce qu'on est en début de saison, il faut profiter des équipes qui sont pas encore
totalement rodé, comme l'était Montpellier samedi dernier. Passons au dernier match du multiplex maintenant, à savoir Bayonne qui recevait le Stade Rochelais. Bon là, ça a été une correction de la part des Basques à La Rochelle. Et franchement, les Basques, ils confirment leur bonne forme du moment avec une victoire sur Montpellier, certes une défaite à Bordeaux, mais avec beaucoup d'envie et beaucoup d'engagement. Et enfin maintenant cette victoire avec bonus à Anoeta contre le Stade Rochelais. Et franchement, dès le début, on les a sentis affamés. Il y a eu 2 essais dans les 10 premières minutes, ce qui a fait que Bayonne a pris le large assez tôt dans le match. À côté de ça, on avait un Stade Rochelais qui était vraiment hyper dominé devant, alors que c'est pas trop habituel. Mais ça commence à faire plusieurs fois, j'ai notamment un match à Toulouse, où ils se sont fait bouffer devant. Et puis après, ils ont globalement balbutié leur rugby avec un nombre d'imprécisions, que ce soit des passes qui arrivent pour personne ou des en avant alors qu'il y avait des avancées. Enfin franchement, La Rochelle a fait un match pourri quoi. Et c'est dommage parce que en seconde mi-temps, je trouve que le niveau de jeu était assez similaire entre les deux équipes. Mais ce qui a fait la différence, c'est clairement le réalisme de la part des Bayonnais, un surplus physique parce que comme je l'ai dit, ils ont dominé physiquement les Rochelais. Et aussi, j'ai bien aimé parfois de l'adaptation de la part de Bayonne. Ils étaient un petit peu chahutés en mêlée de temps en temps. Et ben au lieu de prendre une mêlée quand ils avaient le choix entre mêlée et touche, ils prenaient la touche et ils assuraient. Et donc toute cette intelligence tactique a fait que Bayonne a pu prendre un bonus offensif assez facilement face à La Rochelle. On passe maintenant au match du samedi soir, à savoir Toulouse qui recevait Clermont. Donc clairement, en première mi-temps, c'était l'équipe qui avait le ballon, qui avait la possession, qui dominait et qui marquait. En l'occurrence, le Stade Toulousain a eu énormément de possession, donc c'est pour ça qu'il menait 20-0 à la mi-temps. Et pour autant, l'ASM, comme je le disais, dès qu'elle avait le ballon, elle arrivait à faire commettre des fautes au Stade Toulousain. Il y a notamment 2 actions où ils auraient pu marquer en première mi-temps, mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Le Stade Toulousain, en fait, a fait commettre énormément de fautes face à une ASM qui a été du coup extrêmement indiscipliné, et notamment un carton jaune pour Ojovan à la 29e minute. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à marquer juste en mettant à la faute Clermont, et c'est grâce du coup à cette indiscipline clermontoise que Toulouse a pu marquer des points. Toulouse ne rend pas une copie parfaite parce que je trouve qu'il aura fallu attendre l'entrée d'Antoine Dupont pour vraiment s'échapper au score. Bon, il y a évidemment son triplé, mais c'est pas ça, c'est juste globalement l'impact qu'il a sur cette équipe qui fait que Toulouse a pu se détacher et assurer son bonus offensif. Parce que sinon, je trouvais qu'il y avait encore des petits détails à régler du côté de Toulouse pour être vraiment le Toulouse qu'on a connu les saisons précédentes. Et du côté de l'ASM, ça fait plusieurs fois que je trouve qu'il y a une stérilité offensive assez criante. Notamment sur le match à Perpignan où là ils avaient marqué aucun essai, alors que là à Toulouse ils en marquent quand même 2. Mais bon, comme je disais, en permettant, il y avait au moins 2 occasions qui leur auraient permis de pas être trop décroché quoi. Et ce problème offensif, c'est même un problème qui date un peu plus que ce début de saison, parce que même l'an dernier, je me souviens que Clermont n'était pas une équipe qui marquait énormément d'essais et qui surtout peinait à marquer des points à l'extérieur. Et donc là, ils ont laissé un bonus offensif à Toulouse, alors que je pense qu'avec un peu plus de réalisme, Toulouse ne repartait seulement qu'avec 4 points du match. Enfin, pour parler de ce match, j'aimerais vous poser la question, à savoir, qu'avez-vous pensé du match d'Anthony Gelon? Moi, je trouve que personnellement, il a un peu du mal à revenir. Je le mettrai pas dans les flops pour ce week-end, parce qu'il a pas fait un mauvais match non plus, mais je trouve qu'il est pas autant dominant physiquement qu'avant. Alors, est-ce que pour vous, c'est lié du coup à ces 2 blessures qui font qu'il a peut-être plus d'appréhension qu'avant, ou c'est juste que il est plus au niveau? Je laisse y répondre dans les commentaires. Enfin, le dernier match de ce week-end, c'était Lyon-Stade Français, et c'était un match à sens unique. On a vu des Lyonnais qui étaient hyper affamés, qui avaient des envies de jeu, c'était impressionnant, ils voulaient jouer tous les ballons, et le Stade Français qui n'avait eu aucun repère collectif. Comme je le disais, les Lyonnais n'ont pas hésité à jouer beaucoup de ballons, notamment en faisant des relances du fond du terrain avec un Ignashvili en feu, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils marquent le premier essai par l'intermédiaire de Yohanné. Alors que du côté du Stade Français, franchement ils ont enchaîné un nombre de conneries, c'était un peu comme La Rochelle en fait, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvaient pas. Là en plus, ces 2 équipes qui sont en train d'essayer de changer de style de jeu. Bon, du côté de La Rochelle, ça marche plus ou moins vu qu'ils sont 3e, mais du côté du Stade Français, il va falloir qu'ils s'adaptent vraiment plutôt rapidement parce que la saison avance. Et puis en plus, franchement, ils ont fait des conneries qui ont offert des essais. Je pense notamment à Couillou qui joue une pénalité rapidement à 5 mètres et personne le plaque. Ou le dernier essai de Dumortier où c'est une passe qui tombe par terre, récupérée par Okuya, et Dumortier s'en va marquer l'essai. Et puis surtout qu'en plus, Lyon avait une défense extrêmement bien rodée sur ce match. Ça a fait que le Stade Français ne pouvait clairement rien espérer. Il y avait juste rien. Et j'ai l'impression qu'il n'y a même pas d'âme dans cette équipe. En tout cas, l'année dernière, on le sentait, malgré un style de jeu assez terne, pas très beau à regarder. On sentait qu'il y avait quand même quelque chose. Là, je sens pas d'équipe, en fait. Enfin, je terminerai ce match en disant que les Lyonnais m'ont fait extrêmement plaisir à jouer comme ça. Mais il faut qu'ils fassent attention à ne pas trop surjouer, parce que là, face à une faible équipe du Stade Français, ça passe. Mais ils ont quand même fait pas mal d'en avant. Et c'est pas la première fois que je me fais la réflexion, notamment la semaine dernière à La Rochelle, où je trouve qu'ils ont un peu trop surjoué. Il est temps maintenant de parler des tops et des flops. En top, je
vais commencer par Ange Capozzo. Alors je trouve que ça a été le Toulousain le plus dangereux offensivement. Il a eu énormément de courses, de prises d'intervalle, il marque un essai tout seul, il a des appuis de feu, enfin franchement, il fait un match exceptionnel, Ange Capozzo. J'ai continué avec le Bayonnais Cyril Makala. Ça fait plusieurs semaines qu'il est vraiment en forme, mais là, c'était impressionnant. Il a un style de jeu où en fait on a l'impression qu'il est implacable avec ses appuis, il fait beaucoup jouer derrière lui, c'est un créateur. Notamment sur l'essai qu'il marque, il est impliqué 4 fois dans l'action, notamment à l'origine et à la finition. Et enfin, le dernier top, c'est Dan Robson, le demi-de-mêlée palois. Dans la gestion, il a juste été parfait. Et quand il sort, Pau souffre un peu plus. Que ce soit en attaque, où il a vraiment parfaitement alterné et parfaitement guidé ses troupes pour aller marquer sur les extérieurs, ou même dans le jeu au pied, où il a trouvé quelques 50-22, très bien joué. En flop, j'ai parlé d'Apisai Nakalevu. Bon, clairement, parce que c'est un attentat, c'est un tête contre tête hyper dangereux qui fait une fracture de la pommette à un joueur de l'UBB, à savoir Nicolas Deporter. Et franchement, c'est un geste ultra débile. Et je pense que si Perpignan prend un score aussi large, c'est parce qu'à la fin, il y avait des trous partout en défense, vu qu'ils étaient que 14. Et en plus, il abandonne ses coéquipiers pour plusieurs semaines, à mon avis. Je vais continuer les flops avec Léo Barré, simplement parce qu'il était pas du tout à l'aise. Et je trouve qu'il est le symbole de ce stade français qui ne réussit pas. Offensivement, on le voit absolument pas. Et il y a malheureusement ces 2 en avant sur des réceptions de balles qui viennent vraiment ternir sa copie. Et enfin, le dernier flop, c'est Maxime Lafage. Tout simplement parce que quand à la 69e, tu mènes et que tu es un buteur en réussite, tu dois tenter des points. Comme j'ai dit, même si elle passe pas, au moins ça fait gagner une minute. Et pour moi, c'est une erreur qui va coûter très cher à Vannes, je pense, pour la suite de la saison. Donc, c'est un flop. Au niveau du classement, donc on a toujours l'UBB qui se détache un petit peu avec 3 points d'avance sur le Stade Toulousain. En bas, Vannes se retrouve toujours dernier avec le Stade Français 13e. Et après, on a un ventre mou assez grand qui va de la 3e jusqu'à la 12e place, où franchement, c'est très serré. Au niveau des pronos, on a d'abord Bayonne qui reçoit le Racing. Et vu la bonne forme des Bayonnais, je vais dire Bayonne. Clermont-Vannes, je pense que ça va être Clermont. Castres Stade Français, pareil, j'irai sur Castres. Et je vais même être accordé le bonus offensif au Castré. Toulon-Montpellier, je vais aller sur les Toulonnais. Perpignan-Lyon, je pense que Perpignan va vouloir se reprendre après ce non-match à Bordeaux. Mais d'un autre côté, Lyon est en forme. Donc je vais prendre le gros pari, à savoir match nul. Pau Stade Toulousain, je pense que Pau va gagner Toulouse. Et enfin, La Rochelle-Bordeaux-Bègles, je vais dire l'UBB à La Rochelle. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une future analyse. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, m'écrire un commentaire et liker, ça m'aide grandement et vous, ça vous coûte rien. Bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.